Donc quand on bidouille avec du bois et qu'on colle aussi n'importe quoi, on n'a jamais assez de serre-joint. Donc, je vais faire quelques serre-joints à la sauce Paul Sellers. Je vous mettrai les vidéos dans la description. Et voilà une photo qui montre à quoi ça doit ressembler. Donc pour les fournitures, c'est assez simple. Donc il vous faut des goupilles élastiques. J'en ai acheté sur AliExpress. Ce que j'ai acheté, c'est des goupilles de diamètre 4 et de longueur 40. Ok, 4, ça va être le diamètre des trous qu'on fait. 40, c'est l'épaisseur, on va dire, du serre-joint. Ok, il en faut 4 ou 5 par serre-joint. Ensuite, du bois dur. Ça peut marcher à mon avis avec du sapin, mais il précise quand même bien que c'est mieux avec du bois dur. Alors les experts vont reconnaître tout de suite. Moi, il me semble que c'est du hêtre. Avec ces petits traits là qui s'arrêtent tout le temps au pointillé, qui sont bien droits. Donc ça, c'est un morceau de récupération de l'armoire normande de la résidence secondaire des beaux-parents. Donc on fait toujours dans de la récup. Et ensuite, le dernier truc que j'ai acheté pour ces serre-joints, c'est des barres de métal. Donc ça, je les ai achetés dans une boutique qui vend du métal. Je leur ai demandé de m'en découper 6 de longueur 60 cm, parce que ce qui me manque, c'est des grands serre-joints pour faire entre ceux qui font 10 cm, ceux qui font 1 mètre, et ceux-ci qui font maximum allez, 50 cm, bah, ça fera le lien entre les deux. Donc 20 mm en largeur et 4 en épaisseur. Alors, pourquoi 20 de large? Bah, pour qu'il y ait un suffisamment bon appui pour pas que ça se torde. Grosso modo, là ça fait à peu près 12 mm, ça en fait à peu près 30. Donc je me suis dit entre les deux, ok, 20 mm. Donc l'épaisseur elle est importante. Là j'ai pris 4 mm parce qu'on va faire des mortaises dans les pièces de bois pour glisser ça dedans. Du coup, il faut que vous puissiez rentrer un ciseau à bois là-dedans. Et moi, mon ciseau à bois le plus petit, il fait 4 mm de large. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté ces barres de métal qui font 4 mm d'épaisseur. Et ben c'est parti, et ce coup-ci, on va tout refaire à la main. Alors, j'ai coupé l'extrémité qui va servir à faire les cames. Et j'ai coupé la planche dans le sens de l'épaisseur en 2 parts égales, à peu près. Ok, ça n'a pas d'importance. Et parce que c'est mieux quand c'est joli, on va faire un petit coup de rabotage de finition. Et ce petit rabotage de finition nous permet de passer de ça comme aspect, hein, qui est un peu moche, et ben hop, on passe à ça. C'est quand même plus joli. Hein. Bon, je vais casser les angles tout de suite, parce qu'il n'y en a pas besoin, il n'y a pas d'assemblage, et ce sera beaucoup plus simple quand c'est d'un seul tenon. Donc on a 12 morceaux qui sont tous à la même longueur et au même débit, qui ont tous été nettoyés. On a des morceaux qui sont pleins et on a des morceaux qui ont une rainure. Bon bah ça c'est parce que la pièce de départ elle avait une rainure, j'ai voulu garder la matière pour que ce soit plus solide. Bref, le débit c'est un peu chiant, mais maintenant on va commencer le vrai travail. Donc je frotte le métal à l'acétone pour le dégraisser et pour enlever toutes les saletés qu'il y a dessus. L'acétone c'est vraiment pas mal, c'est un peu volatile, il faut bien fermer la bouteille, mais ça dégraisse, ça décapte, ça nettoie, et après ton bout de métal, il est nickel, que ce soit pour le souder, pour le préparer, pour l'utiliser, t'as plus une saloperie dessus. Et ça, c'est vraiment pas mal. En quelques minutes pour casser les angles du métal. Et donc là, je vais commencer par faire les têtes. C'est celles qui auront le levier qui permet de serrer. C'est 30 de hauteur, ça fait à peu près 150 de long. On va faire une petite plateforme de contact ici qui fait 30. On va faire un trou, une fente. Et puis je ferai un dessin un peu plus joli. De toute façon, tout ça, c'est qu'un guide, c'est que des guides. Hein. Vous pouvez faire des dimensions que vous voulez. Hein.
Donc la suite, ça va être de faire des trous avec ce forêt de 4 mm, parce qu'on a un forêt de 4 mm, parce qu'on a des goupilles de 4 mm. Et donc comme ici, là tu vois, on va faire un trait de scie qui va faire un trou qui permettra de serrer ou de desserrer. Et ben ce trait de scie, en fait, il va faire une faiblesse dans le bois. Et si on laisse le trait de scie tel quel, il suffirait d'écarter ou de trop serrer pour que ici, zoup, et ben tu te retrouves comme un con, ok, à avoir le bois qui casse. En fait, de faire ce trou là, à cet endroit là, et ben ça va casser, ça va couper les fibres qui sont ici, ok, et ça va faire une zone où les tensions vont pouvoir se relâcher. Donc l'important c'est que par rapport à cette ligne là, le trou il soit de ce côté là, et que par rapport à cette ligne là, le trou il soit de ce côté là, mais il doit être le plus proche possible pour manger les deux. Et je vais faire le trou de ce côté là et de l'autre côté. C'est pour ça aussi que j'ai marqué proprement. Si je suis pas parfaitement d'équerre, ben à peu près au milieu, tu vois, les deux trous ils vont se rejoindre normalement. Et de cette manière-là, ben, quand ils vont se rejoindre, et ben après, le forêt va prendre le chemin de moindre résistance et il va aller rejoindre le deuxième trou qui est derrière, quand je percerai complètement. Ok ? Donc de cette manière-là, je devrais avoir un trou qui est à peu près droit. Et maintenant qu'on a tout marqué, ben, on va creuser pour chacun la petite forme qui va bien. Alors avec une scie à ruban, c'est sûr que ce serait plus simple et plus rapide, mais on va faire ça au ciseau à bois. Bon, alors je vous cache pas que j'ai été un peu impatient, et puis je me suis dit, c'est une idée que j'avais vue sur internet, notamment chez Matthias Wandel. Donc j'ai utilisé la scie circulaire sous table avec une butée et un guide. Donc j'ai mis une butée comme ça, moi j'amène le montant ici, et là-dessus, moi je clampe la pièce. Okay. Et je la pousse pas dans le côté de la lame, je la pose dessus pour manger progressivement le bois, et juste pour finir les derniers reliquats, j'ai fait comme ça. Et puis accessoirement, j'ai un peu de mal parce que c'est une des premières fois que je travaille autre chose que du sapin. Vous vous souvenez du titre de la chaîne, tout à la main, tout en sapin. Bon bah le tout à la main, il n'est pas tellement vrai, hein. Mais jusqu'à présent, au moins le tout en sapin, il était vrai. Et comme tout ça, c'est que pour l'esthétique, et ben je me dis au moins profitons de l'occasion pour essayer de faire le genre de choses que je vois sur internet, de voir quels sont les dangers, quels sont les apports, quels sont les inconvénients. Alors les inconvénients, c'est bruyant, ça fait plein de poussière, c'est un peu dangereux. Et je suis pas sûr que si j'avais pas un peu plus de savoir-faire, d'habitude au ciseau à bois, et ben j'irais peut-être même plus vite en les faisant au ciseau à bois. Ce coup-ci, en tout cas, ça a été fait à la scie circulaire. Et là, ça m'a donné aussi l'opportunité d'utiliser mon grattoir. Et la dernière fois, quand je l'avais affûté, selon les conseils que j'avais eu sur internet, j'avais essayé ça que sur du sapin. Et ça faisait au mieux de la poussière, et ça marchait mal. Et puis je me suis dit, tiens, je vais essayer de passer un coup de grattoir pour lisser les marques de la scie. Et puis là, bah, Vatipa qu'avec du bois plus dur, bah, ça fait des jolis copeaux. Donc il y en a quelques-uns, hein, tu vois, il y en a ici. Hein. Tac, tout ça c'est des copeaux de grattoir. Donc tu vois, il y en a quelques-uns, des petits. Mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression que le grattoir, ça marche beaucoup mieux sur les bois durs que sur les bois mous. Et que ça fait du putain de bon boulot, un grattoir. Donc cette finition-là, on est d'accord, elle sert strictement à rien. Hein. C'est juste pour m'entraîner. Ouais, le grattoir, c'est vraiment top. Donc là, si tu regardes, ça fait un finish qui est lustré. La finition elle a une qualité assez phénoménale. Par contre, je vous cache pas, j'ai encore du mal avec l'angle. Donc tu vois, toutes les stries de la scie, ça c'est avant. Et ça, c'est après. Alors maintenant, on va attaquer la partie qui me fait toujours le plus peur. J'ai toujours du mal à scier droit quand je fais des coupes longitudinales. Et ben, il faut pas que je coupe de là, que je suive la ligne, de ce côté-là de la ligne, pour arriver jusqu'au rond ici. Tout en étant, si possible, le plus proche du coin du rond. Donc pour être sûr d'avoir les meilleures chances de scier droit, je vais prendre ma scie à dos droit, ma Dozuki. Et je sais pertinemment que je pourrais pas aller au fond. Hein. Bon, j'ai commencé le trait avec la Dozuki. Maintenant, je vais continuer avec la Ryoba. Donc ce que je fais en premier, c'est descendre ma main pour marquer la ligne de coupe tout le long. D'accord ? Je suis parti de la ligne, je me suis un peu éloigné de la ligne pour laisser suffisamment de marge ici, et j'ai atterri en plein milieu du trou. Même si c'est pas droit, c'est ce que je voulais faire, parce que là, j'ai pas laissé assez de matière. Donc là, du côté que je voyais, c'est bon. Et là, et bah comme d'hab. Putain, j'ai pas scié droit, quoi. Ça va, j'ai rejoint le trait, mais pour les prochains, faut vraiment que je fasse mieux.
Donc tu vois, le but du jeu, c'est d'avoir ce genre de mouvement-là qui est possible. Parce qu'après, on va mettre une came ici qui va pousser sur ce truc-là pour effectuer le serrage. Bon, allez, j'en ai encore 5 pour apprendre à faire mieux. Donc pour le deuxième, tu vois, j'ai quand même déjà mieux fait. Donc en allongeant la ligne d'un côté, en retournant, en allongeant la ligne de l'autre, en retournant, en coupant un petit peu, en allongeant. J'ai coupé de la même manière des deux côtés. J'ai atteint le rond, pas en bas, mais j'ai atteint le rond quand même. Ce qui est bien au moins quand tu fais des séries, c'est que bah, mécaniquement tu progresses quoi. Parce que t'en fais 1, puis 2, puis 3, et tu prends le coup de main. Alors à nouveau, oui, ce serait vachement plus simple et plus rapide avec une scie à ruban. Oui. La scie sous table, oui mais non, parce que comme elle est arrondie, en fait, tu serais emmerdé, tu aurais une grosse ligne ici, tu devrais arrêter vachement tôt, bref, c'est chiant. Troisième exemplaire. Oh, on dirait un cachalot. On dirait la tête d'une baleine. Troisième exemplaire, celui-là, il est exactement comme j'aurais dû faire les deux autres, c'est-à-dire le trait bien droit, avec juste ce qu'il faut. Ouh. Ouh. Bref, donc celui-là il est parfait, avec un trait bien droit qui rejoint le bas du cercle, et la même chose des deux côtés. Donc celui-là, voilà, c'est comme ça que je devrais les faire tous. On verra bien si j'arrive à répéter encore 4 fois celui-là, ça voudra dire que j'aurais pris le coup de main. Donc ça pour moi c'est aussi la raison pour laquelle, désolé mais au départ, que ce soit scié, que ce soit cloué, que ce soit soudé, et ben au début on fera toujours de la merde. Et il faut avoir l'humilité d'être capable de continuer à faire de la merde jusqu'à prendre le coup de main. Pour y arriver, il faut pratiquer. Et donc accepter de ne pas réussir tout de suite, de faire des trucs moches, de devoir recommencer, d'avoir gâché du temps, d'avoir gâché de l'argent, de ne pas avoir de satisfaction, d'avoir de la frustration, d'avoir de la colère, de l'énervement, de faire des pauses quand on a marre. Et tout ça, franchement, alors je ne veux pas passer pour un vieux connard, hein, mais j'ai de la chance d'avoir été un peu éduqué à la vieille école, parce que la satisfaction immédiate, c'est pas mon kiff. Et je vais te dire, je dois même être un peu maso, parce que parfois, j'aime bien galérer, parce que je sais que quand je galère, je vais finir par y arriver à faire mieux. Et la récompense qui se pointe là derrière, plus tard, pour moi, elle me motive suffisamment pour continuer jusqu'à réussir à faire un truc correct. Je vais pas dire que c'est une valeur pour moi, parce que c'est quand même un réflexe qui me simplifie quand même vraiment pas la vie, tu vois, genre tout ce que j'ai fait dans l'atelier, j'aurais pu décider de cramer de l'argent plutôt que de cramer du temps et de l'énergie pour le faire. Mais au moins, là, tu vois, en le faisant et en faisant tout ça, bah, j'ai appris plein de choses. Et ça, c'est vraiment pas désagréable. Très satisfaisant. Maintenant que j'ai la scie sous table, je pose la question. Je le fais à la scie à la main ou je le fais à la scie sous table? Bon, en général, quand j'ai une ou deux coupes, je me pose pas la question, je la fais à la scie à la main. Il n'y a que les rip cuts, les délignages que je fais à la scie sous table pour deux raisons. D'une part, ça prend 10 ans de le faire à la scie à main. D'autre part, je zigzagouille comme vous avez pu le voir. Et la scie à la scie sous table, ben, non seulement ça va vite, mais en plus, le résultat, il est droit. Alors il n'est pas propre, hein, il n'est pas clean, il faut passer un coup de rabot derrière, mais au moins il est droit. Le jour où je saurai parfaitement scier droit, dans le sens du fil, je ferai toutes mes découpes à la scie, surtout si j'arrive à bien... Parce que ça scie bien quand même. Hein. Quand tu prends les grosses dents qui servent à déligner, eh ben putain ça... Parce qu'en fait avec une scie, plus la taille des dents est grosse, plus l'espace entre les dents est gros. Et plus l'espace entre les dents est gros, plus tu peux mettre de suture dans cet espace-là, et plus du coup tu peux scier vite. Parce qu'en fait, ce qui scie vite, c'est pas la taille des dents, c'est la taille des espaces. J'ai un détail, je sais pas si ça se voit bien sur la caméra, mais au bout de la scie là, tu as des grosses dents. Et au fur et à mesure que tu vas avoir le bout de la scie, les dents elles deviennent plus petites. Donc ça c'est pas mal pour commencer la coupe. Donc pour finir, je vais passer un petit coup de papier abrasif dans la fente, c'est du 120. C'est pour le principe. Hein, sur les deux faces.